On va passer aux questions de la salle en commençant avec celle soit de l'étudiant, soit de nos partenaires. Je ne sais pas s'il y a un étudiant du campus qui est là. Sinon, je passerai volontiers le micro. Ah, s'il y a un étudiant. Donc, Bonjour. On va commencer par l'étudiant traditionnellement. Cyril Gilbert, HEC en dernière année, HEC en major entrepreneur. Merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur 2 points, l'aéroportuaire et la construction. Au niveau des aéroports, quelle est votre politique d'investissement en termes de rénovation, si vous parvenez à acquérir les aéroports de Nice et Lyon? Parce que quand on voit les aéroports en Asie, on se dit que la France est un peu en retard. Et en termes de construction, justement, en Asie, vous avez parlé des gigantesques chantiers en Chine. Est-ce que Vinci a son mot à dire ou est-ce que le marché local est trusté par les compagnies chinoises? Merci. La première partie de votre question sur rénovation des plateformes aéroportuaires, je vais l'élargir un tout petit peu. Nous, notre difficulté dans nos pays, ça n'est pas de construire des objets neufs, c'est en quelque sorte de reconstruire la ville sur la ville. C'est beaucoup plus compliqué. Allez à Lisbonne. L'aéroport de Lisbonne, il est là. Il est le fruit de l'histoire. Et il faut le moderniser tout en respectant sa volumétrie et son implantation sur le tarmac. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de faire un brand new airport avec des tas de spécifications extrêmement modernes au milieu du désert quelque part au Moyen-Orient que de faire quelque chose de bien en reconstruisant un aéroport sur lui-même. Et ça, c'est une problématique générale dans nos villes. Dans la région parisienne aujourd'hui, le problème, quand vous devez construire, c'est essentiellement de reconstruire la ville sur la ville, en prenant en compte le tissu urbain existant, l'encombrement du sous-sol, les problèmes logistiques d'approvisionnement. Et notre chance, c'est que nous sommes, nous, face à ces problématiques qui sont plus difficiles par rapport aux problématiques des pays émergents qui peuvent construire from scratch sur des terrains naturellement disponibles pour recevoir ces investissements. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne vais pas vous détailler ce que nous allons faire sur Nice et Lyon pour la simple raison que nous remettons nos offres le 4 juillet. Sur la Chine, on y est peu. On doit faire 200 ou 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine. On a décidé en Chine, d'une part, que dans les métiers de la construction, il n'y avait pas place pour des gens comme nous. C'est-à-dire que si on avait l'arrogance de vouloir y aller, il est probable qu'on récupérait les projets dont même les Chinois ne veulent pas. Donc ce serait sans doute des catastrophes. Et sur nos métiers de concession, je ne suis pas totalement en confiance. Les métiers de la concession, vous devez accepter d'investir le premier jour avec l'espoir d'avoir un payback à 20 ans ou 30 ans et de commencer à avoir un TRI convenable sur votre investissement à échéance de 50 ou 60 ans. Ça suppose d'avoir une bonne confiance dans la stabilité de l'environnement juridico-politico-fiscal. Voilà. Je ne suis pas totalement certain que ce soit aujourd'hui opportun donc d'investir en concession en Chine. Une question d'Olivier Marchal, notre partenaire de veille. Bonjour, vous dirigez un groupe de près de 200 000 salariés dans le monde et dans ce rôle de management, vous plaidez, et je trouve ça très intéressant, pour l'importance de l'intuition, l'importance de l'intime conviction par rapport au purement rationnel. J'aimerais comprendre comment ça se traduit pratiquement dans votre style de management au jour le jour ou dans celui que vous essayez d'insuffler à vos collaborateurs ou équipes de direction. Et contre-intuitif de la part d'un ingénieur, en tout cas. Pas tant que ça, mais ça serait un peu long à développer. D'abord, le modèle de management de Vinci, je l'ai effleuré tout à l'heure, c'est la décentralisation. On est probablement l'un des groupes les plus décentralisés au monde. On est 185 000 en tout, on est moins de 250 au niveau du corporate. Et il faut lutter tous les jours pour éviter que ce nombre ne grossisse. Parce que la tendance lourde, c'est quand même à l'augmentation de la taille et à la technocratisation des sièges. Voilà. Et la seule manière, c'est de décider qu'on ne sera jamais plus de 250, quelle que soit par ailleurs l'augmentation de la taille globale du groupe. Donc premièrement, un modèle hyper décentralisé. On a 3500 patrons qui sont complètement autonomes et responsables et qui chacun sont en charge de développer un métier ou une expertise donnée sur une zone géographique donnée. Voilà. Et ces gars-là, ils ont tous les moyens autour d'eux pour fonctionner de façon autonome comme si c'était des TPE, des PME ou des ETI. Nous avons beaucoup d'ETI. Voilà. L'avantage de ce système, c'est que d'une part, vous
exacerbez l'énergie entrepreneuriale de ses collaborateurs. Ensuite, vous êtes une véritable usine à patron, c'est-à-dire que, en gros, vous renouvelez les générations parce que un gars, à l'âge de 30 ans, on lui confie une responsabilité d'une business unit qui, au début, est petite, et puis ensuite, on le tire par les cheveux et on lui fait simplement augmenter la taille de la business unit dont il a la responsabilité. Donc, on est une véritable fabrique de patrons, ce qui explique que on renouvelle nos générations par l'intérieur et on fait relativement un peu appel aux chasseurs de tête. L'autre avantage de ce modèle d'organisation, c'est que ça vous permet de grandir sans grossir. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre ADN, il y a une forte capacité à faire des acquisitions. On en a acheté des milliers des entreprises. Chaque année, on en achète 30 ou 40. Alors souvent, elles passent sous les écrans radars. Mais souvent, elles sont aussi plus importantes, comme ASF et Scota, ou comme CGLEC qu'on a racheté dans l'ingénierie électrique en 2009, de mémoire, etc., ou Soletanche-Bachy. Et donc, cette capacité que nous avons à identifier, à négocier et surtout à intégrer les entreprises, elle est largement due au fait de notre organisation. C'est-à-dire que lorsque nous essayons de convaincre une entreprise en Nouvelle-Zélande, comme ça a été le cas récemment, que ça ferait sens pour eux de nous rejoindre, on leur montre notre organisation et on leur explique qu'ils vont rejoindre un réseau, qui est ce réseau très horizontal de 3500 business units. Et donc, du coup, ça ne leur fait pas peur. Et donc, ma thèse, c'est que le fait d'avoir opté pour cette organisation hyper décentralisée est en réalité un bon moyen de grandir sans pour autant prendre le risque de grossir, c'est-à-dire d'avoir des process, des procédures, des apparatchiks qui, basés au siège, finiraient par émousser l'énergie entrepreneuriale de tout le monde. Mais sur l'intime conviction. Ben, sur l'intime conviction, attendez, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. C'est que la conséquence de ce modèle très décentralisé, c'est que je ne décide quasiment rien. Si ce n'est le choix de mon premier et deuxième cercle, et de temps en temps, sur quelques acquisitions de taille un petit peu significative. Voilà. Et donc, je ne signe quasiment jamais de note de service ou de note d'instruction. Quasiment jamais. Et je pense que les collaborateurs, il faut davantage les tirer par le projet, la vision et les valeurs que les pousser par les process et les procédures. Voilà, c'est ça le modèle. Ensuite, l'intuition. Je suis évidemment convaincu, mais comme nous tous ici, que si on réduit nos décisions à un process rationnel, on est mort. Parce qu'on n'a jamais fait le tour d'un sujet, parce qu'on n'a jamais toutes les informations, et puis parce que si c'était ça, comment il s'appelle, Big Blue, c'est ça, Deep Blue. Deep Blue, rapidement, finirait par décider à notre place. Et donc la seule chose réellement importante, c'est effectivement être capable de se forger des intuitions. Et se forger des intuitions, enfin se forger, avoir des intuitions et se forger des intimes convictions. Et l'analogie que je prends, c'est qu'une intuition, c'est comme une petite bougie avec une toute petite flamme que vous avez au fond des tripes. Il faut faire attention à ne pas la souffler. Et pour éviter qu'elle ne s'éteigne trop vite, parce que si elle s'éteint, vous allez la perdre, c'est très fugace une intuition. Il faut donc régulièrement se replier dans son puits intérieur, ce que certains de vos invités appellent la méditation, se replier sur son puits intérieur, ne pas trop se laisser polluer par des bruits extérieurs, donc ne pas trop lire les journaux, de façon à laisser une chance à cette petite flamme de grandir, à gagner en force, de façon à ce qu'elle se transforme en volonté d'action. Voilà, ça c'est un exercice personnellement auquel je me livre régulièrement, de se replier dans son puits intérieur, de faire grandir la flamme de l'intuition de façon à la transformer en action. Et puis mon dernier point, c'est que évidemment qu'il y a des bonnes intuitions et des mauvaises intuitions, et que la seule manière de les valider, ça consiste à en parler avec des gens de confiance avec lesquels on peut échanger de façon positive sur ces différents sujets. Allez, une question de nos amis de Zénith. Bonjour Monsieur Huillard, tout d'abord merci, vos mots font du bien à entendre. J'ai une question par rapport aux drames qui ont touché la France. Je parle des crues qui ont particulièrement affecté l'A10 qui s'est retrouvé inondé. Et vous avez fait appel à vos ingénieurs pour l'assécher. Qu'avez-vous retenu de la prouesse qu'ont réalisé vos équipes d'un point de vue technologique et d'un point de vue humain ? On en a retenu des choses, mais on a aussi retenu des choses de la manière dont on est arrivé dans cette situation. Juste sans rentrer dans le détail, le département du Loiret avait, au-delà de ce qui s'est passé sur l'autoroute, 200 points de blocage sur les routes adjacentes. Et donc, lorsque, de façon un peu rapide, certains, disons, évoquent le fait que peut-être nous aurions pu réagir plus vite, ils oublient simplement que prendre la décision de fermer l'accès
à une section autoroutière, c'est en réalité prendre la décision d'engager l'ensemble des automobilistes, et là on parle de dizaines de milliers, sur un réseau, et là avec le risque de les perdre en route et de les faire rencontrer des graves difficultés, puisqu'il y avait 200 points de blocage liés aux inondations sur le réseau routier primaire ou secondaire avoisinant l'autoroute. Et donc cette décision de fermer l'autoroute, ça n'est pas à nous de la prendre. Nous en discutons avec les autorités. C'est une décision lourde parce que on ne sait pas ce que les gens ensuite vont faire et peut-être vont-ils avoir plus de problèmes à l'extérieur de l'autoroute que s'ils restent sur l'autoroute. Donc ça, il faut que nous tirions les leçons de ça et c'est ce que notamment Ségolène Royal a évoqué, je crois, hier en disant que voilà, elle a demandé à son inspection générale d'investiguer le sujet. Et évidemment, nous serons sur cette affaire totalement transparents, c'est notre intérêt. Alors ensuite, lorsque le problème a eu lieu, il a été extraordinairement soudain. Il y a eu 1,60 m d'eau sur quelques centaines de mètres et avec des gens qui étaient bloqués entre, en gros, deux gros étangs qui s'étaient créés de façon très rapide sur l'autoroute. Et la difficulté, c'est qu'il fallait évidemment les sortir de là, non pas qu'ils étaient en danger, parce qu'ils étaient au sec, ils étaient coincés entre deux nappes, mais il fallait les sortir parce que c'est jamais agréable de rester dans sa voiture bloqué pendant quelques heures. Le problème, c'est que nos engins traditionnels, ils ne sont pas faits pour être amphibies, ils ne sont pas amphibies. Et donc, petit à petit, on a été amené à demander à l'armée, qui a des engins hauts sur pattes qui permettent de passer sur des flaques de 1,40 m ou 1,60 m. On a demandé à l'armée de venir évacuer ces problèmes. Dès lors, ensuite, il fallait résoudre le problème. Et résoudre le problème, ça a nécessité de mobiliser environ 500 personnes. Et ça, c'est la marque de fabrique du groupe. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un claquement de doigts, en quelques heures, les gens en charge de cette section de Cofiroute ont été capables de mobiliser en interne 500 personnes pour mettre en place ce dispositif de cordon avec des gros sacs qui ont permis de faire ensuite l'étanchéité, qui ont permis ensuite d'évacuer les véhicules qui avaient été bloqués entre les deux nappes. Donc les leçons que j'en tire, c'est quoi? C'est des leçons qu'il va falloir que nous en tirions avec les parties prenantes, c'est-à-dire en particulier les services de l'État, la préfecture, les services en charge des routes. Des leçons à tirer sur peut-être une meilleure réactivité, une meilleure communication pour prendre des décisions rapides quant au flux de véhicules à orienter sur les réseaux routiers. Et ensuite, le constat que je fais, c'est que sur cette gestion de crise, en interne, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que les gens se sont bien mobilisés en temps et en heure de façon à régler le problème en quelques jours, comme vous l'avez constaté. Une question, monsieur là-bas. Bonjour. Vous avez rappelé qu'il y avait des besoins de rénovation et de développement des infrastructures dans notre zone, et il y en a encore beaucoup à l'étranger. Vous avez aussi indiqué que l'État a de moins en moins d'argent pour financer tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un modèle plus libéral de financement des infrastructures en général, et notamment en Europe, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup l'État est très grand intervenant, alors qu'à Londres, on peut acheter par exemple des certificats, je crois, où on peut grouper des projets d'infrastructures, et les investisseurs peuvent acheter finalement des certificats, je crois, qui mélangent plusieurs entreprises qui pourraient financer des projets d'investissement. Ma question, c'est est-ce qu'on peut arriver à un modèle complètement libéral de financement des infrastructures qui pourrait être plus performant avec des investisseurs privés plutôt que les investissements publics qui ont parfois des difficultés? Conjoncturellement, ce n'est pas l'argent qui manque. Hein. L'argent, il y en a partout. Partout. Le monde regorge d'argent. Il y en a même sans doute trop. Les fonds d'infrastructure qui sont spécialisés dans le financement des infrastructures, ils ont des centaines de milliards dans les poches. Et le problème, ce n'est pas tellement la quantité d'argent. Le problème, c'est de trouver des projets sur lesquels s'investir. Un projet susceptible d'être financé par le privé, ou plutôt, je préfère, en partenariat public-privé, c'est-à-dire avec une part d'argent patient public et une part d'argent privé ayant un peu plus d'exigence en termes à la fois de TRI, de rentabilité sur capitaux, et de temps de retour. C'est le principe du PPP. On mixe les deux sources de financement. Le problème, c'est que ça n'est possible que sur des projets qui génèrent en partie leurs propres recettes. Et oui, donc une sorte de péage ou un droit d'usage. Voilà. Et là, on tombe sur un problème dogmatique. En France, ça se passe bien. Le réseau autoroutier, qui est sans doute le meilleur du monde. Ouais. Le meilleur d'Europe, certainement. Le meilleur du monde, peut-être. Ouais. Et ça, c'est directement la conséquence du fait qu'il a été traité sous forme essentiellement de concession, qui, pour une part, était entre les mains de l'État, mais qui avait les caractéristiques d'une concession. Et donc, ça marche.
Ça marche. Le monde entier nous envie notre réseau autoroutier. Et ça marche au point que, effectivement, beaucoup d'autres pays sont en train de développer des programmes d'infrastructure en s'appuyant sur ce concept de la concession. Le problème étant parfois dans certains pays un problème un peu culturel. Regardez aux États-Unis. Les États-Unis ont un réseau autoroutier qui est dans un état assez préoccupant. De temps en temps, il y a un pont qui tombe. De temps en temps, il y a des voitures qui ont des gros accidents parce que l'état de la chaussée n'est pas suffisant. L'État fédéral américain ou les États locaux n'ont pas vraiment l'argent public, beaucoup plus que nous, pour faire les rénovations ou les nouveaux projets. Et donc, nous pensions depuis une quinzaine d'années que le concept du PPP allait se développer aux États-Unis. Ce n'est pas réellement le cas, parce qu'il y a un problème culturel, il y a un problème dogmatique à l'origine qui fait que ça ne décolle pas vraiment. Et donc, ce qu'il faut, c'est travailler sur ces blocages culturels de façon à développer effectivement ce concept de partenariat public-privé. Xavier Huillard, on termine ensemble cette heure passée. À part quelques petites questions personnelles, il y en a une qui me vient de la salle, là, dans les tweets qui sont envoyés, avec une question très simple. Ça s'est arrangé avec M. Zacharias, M. Zacharias étant le prédécesseur donc, de Xavier Huillard chez Vinci, avec lequel il s'est opposé sur les questions de rémunération. J'y faisais allusion tout à l'heure. C'est une question ? Oui, ça s'est arrangé avec M. Zacharias, point d'interrogation. Ça s'est arrangé, je comprends pas. Quelles sont vos relations avec lui ? Monsieur Zacharias n'habite plus en France. Je l'ai rencontré essentiellement à l'occasion d'obsèques, notamment les obsèques de Guy de Joigny il y a quelques années. Donc nos relations sont quasi inexistantes pour une raison simple, c'est que nous ne sommes pas habitants du même pays. Et donc je n'ai pas l'occasion de le rencontrer. Cela étant, j'ai beaucoup à la fois d'admiration et même d'affection pour monsieur Zacharias, indépendamment de l'épisode très court, très violent certes, mais très court, que nous avons eu ensemble il y a 10 ans quand même, Vincent. Hein. Oui, c'est pour ça que très curieusement, enfin très normalement, on vous demandait si vous étiez de nouveau, d'une certaine façon, réconciliés, mais visiblement pas. Deuxième question. Si, pour ce qui me concerne, si, mais j'ai jamais été vous ne le voyez pas, donc vous ne le voyez pas. Mais oui, d'accord, mais il habite à Genève, qu'est-ce que vous voulez, donc je ne le croise pas tous les jours. Ok. Non, c'est une curiosité pour une fois qui ne vient pas du journaliste, vous voyez. Deuxième, votre mandat arrive à échéance en 2018, donc vous aurez à ce moment-là 64 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le dernier, Xavier ? J'en sais rien. J'ai 62 ans dans 10 jours. J'ai le sentiment d'avoir à peu près la forme physique. J'ai le sentiment de savoir à peu près quoi faire avec ce groupe. J'ai le sentiment que ça fonctionne correctement. Donc je ne me pose pas la question de la fin. Ce qui est certain, c'est que je terminerai ce mandat. Ce qui est possible, c'est que je suggérerai au conseil d'administration de m'en proposer un autre. Et puis ensuite, on verra. Donc le problème de ma succession n'est pas ouvert, quoi, si c'est ça la question. C'est ça la question. Et la troisième question, c'est pour l'après, puisque vous avez fait une confidence dans le cadre d'une entreprise de mécénat que vous soutenez personnellement, qui est l'école de la transparence. Vous nous en direz peut-être d'ailleurs un mot à ce sujet-là. Et vous avez dit à cette école-là que vous vous verriez bien comme retraité, professeur de maths bénévole. Donc, est-ce que vous pourriez juste terminer en nous disant ce qu'est cette idée-là, et puis si finalement, le côté ingénieur vous a finalement repris une fois que la vie active sera derrière vous? J'en sais rien. Je pense que oui, professeur de maths, pourquoi pas, bénévole certainement. Mais il y a plein d'autres choses que j'aimerais enseigner. Notamment, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le monde il y a quelque temps, vous le savez tous. C'est enfin le fait de savoir mesurer le passage d'une onde gravitationnelle. Et vous savez que d'ailleurs, on a détecté une deuxième onde gravitationnelle à travers les mêmes détecteurs à la suite de la première. C'était dans les journaux hier. C'est colossal. C'est colossal et ça devrait tous vous inciter à revenir sur votre compréhension des théories de la relativité générale d'Einstein. Et je vous invite à lire, il faut s'accrocher, le livre de Thibaut Damour, qui est un physicien extraordinaire, très pédagogue, qui est à l'Institut des hautes études scientifiques, qui a écrit un bouquin qui doit s'appeler « Et si Einstein m'était compté ?» et qui essaye de vous prendre par la main pour mieux vous faire comprendre les théories d'Einstein.
dont il se révèle aujourd'hui, un siècle après, que, eh oui, elles sont totalement exactes et elles sont totalement révolutionnaires. C'est-à-dire que si vous avez un peu la compréhension de ce que ça veut dire, vous devriez tous arrêter de bosser et consacrer votre vie à tâcher de mieux comprendre ces phénomènes de physique qui sont absolument fabuleux. Donc les maths sans doute, les théories d'Einstein peut-être encore un peu davantage. Non, de façon plus sérieuse, ce que je crois, c'est que il y a en France un tissu associatif extraordinairement tonique, mais probablement beaucoup trop morcelé, et que les compétences ou les expertises que nous avons acquises dans nos milieux professionnels seraient très utiles pour professionnaliser ce tissu associatif en les engageant en particulier dans le sens d'une consolidation, de façon à ce que ces associations, en étant plus grosses, soient plus performantes. Je pense que donc s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire pour le jour où j'aurai 70 ou 75 ans, c'est plutôt de, disons, m'investir à tâcher de diffuser dans le monde associatif, en choisissant quelques-unes, les quelques méthodes à base de décentralisation, à base d'empowerment, à base de communication, à base de fonctionnement réseau, à base de digital, dont le monde associatif, je crois, a beaucoup besoin. Faire un Vinci des associations, en Mais quelque sorte. ça existe déjà, en réalité. Voilà. À toi, donc, Emmanuel. Oui, est venu le moment de conclure cette matinée avec Xavier Huard. Nous vous remercions beaucoup, Xavier. Je ne sais pas si Vinci est plus fort que l'État, comme le dit Guillaume Pépi, mais en tout cas, nous avons retenu que vous étiez au service de l'État avec une vraie vision, une histoire, l'histoire de ce groupe, une expérience de bâtisseurs, de concessionnaires, la vision, celle d'une collectivité d'entrepreneurs, 3500 entrepreneurs, qui sont des partenaires des collectivités locales et de l'État pour aménager le territoire, pour créer ces infrastructures, que ce soit une ligne à grande vitesse que vous créez en 6 ans, ou pour relever le défi de reconstruire la ville sur la ville. Et tout ça dans l'idée de soulager la dépense publique, dans un modèle très entrepreneurial que nous partageons et qui nous est cher, avec des risques entrepreneuriaux que vous prenez parfois, comme les stades, où vous investissez sur le temps long, ce temps long qui vous permet d'avoir une activité très capitalistique. Nous avons retenu le point sur la rentabilité, sur les capitaux engagés, et non pas sur le chiffre d'affaires. Le temps long, une activité capitalistique qui fait de vous un numéro 1 mondial, nous l'avons bien retenu, de bâtisseurs et de concessionnaires. Je parlais du 3e constructeur mondial, mais numéro 1 mondial avec cette activité de concession, à la conquête du monde, les transports aériens. Nous avons retenu que la Chine, effectivement, était un marché qui vous restait fermé, 250 millions de chiffre d'affaires sur quasi 39 milliards. On a bien compris qu'il y avait d'autres endroits dans le monde où vous alliez vous développer. Mais en France aussi, la France qui a les moyens de se moderniser, avez-vous dit, pauvre en flux, mais riche en termes d'actifs pilotés par l'État avec des leviers que vous avez esquissés. Merci, cher Xavier Huard, pour cette vision partagée, pour cette expérience partagée aussi sur cette précieuse intuition, flamme de l'intuition qui est en chacun de nous, qu'il faut savoir écouter, entretenir, faire grandir. Pour cette leçon d'optimisme aussi, ce n'est pas seulement une posture ou une exigence chez vous, mais je crois, puisque nous avons commencé cette matinée par le moral des ménages qui va mieux avec le trafic autoroutier qui augmente, un optimisme que nous souhaitons à toutes et à tous pour cette journée et pour les suivantes. Merci beaucoup. Quel talent, hein ? Quel talent.